en indiquant sans doute avec beaucoup d'imprudence le paradoxe de nos rêveries à quatre pôles, nous avons perdu le soutien que nous prenons d'habitude dans les rêveries des poètes. D'un autre côté, si nous nous étions permis de chercher des références dans les livres érudits, nous n'aurions pas eu de peine à ébaucher une philosophie de l'être androgyne. Notre seule ambition est d'attirer l'attention sur une poétique de l'androgynie qui se développerait dans le sens d'une double idéalisation de l'humain. De toute manière, on lit autrement avec une plus profonde participation les livres érudits touchant l'androgyne si l'on a pris conscience des potentialités d'animus et d'anima qui résident au fond de toute âme humaine. Corrélativement à cette prise de conscience, en animus et en anima, on pourrait débarrasser les mythes de la surcharge d'une historicité explicite. Faut-il vraiment avoir recours à des légendes antéhumaines pour participer à l'androgynie alors que le psychisme porte les marques si nettes d'une androgynie? Faut-il se référer à la culture platonicienne de Schleiermacher comme le fait Gissé dans son beau livre Der romantische Charakter pour saisir le dynamisme de la féminité du traducteur de Platon? Le livre de Fritz Gissé est d'ailleurs d'une incomparable richesse. Le milieu social où s'est formé le romantisme allemand y est présenté dans la grande communauté de culture qui a uni les penseurs et leurs compagnes. Il semble que dans une telle communion des cœurs, c'était la culture elle-même qui était androgyne. Bien souvent, la référence au banquet est, chez les écrivains du romantisme allemand, une précaution oratoire pour traiter une androgynie qui est la vie même de leur sensibilité poétique. Si l'on pose le problème sur le seul plan de création poétique, la référence habituelle à des tempéraments nous semble alourdir la recherche. L'épithète weibliche féminin attaché à de grands créateurs est une étiquette fallacieuse. Un psychisme qui s'ouvre aux deux potentialités de l'animus et de l'anima échappe par cela même aux poussées tempéramentielles. C'est du moins notre thèse et c'est ce qui nous justifie à nos yeux de proposer une poétique de la rêverie comme doctrine d'une constitution d'être qui sépare l'être en animus d'une part et en anima d'autre part. Dès lors, l'androgynie n'est pas derrière nous, dans une lointaine organisation d'un être biologique que commenterait un passé de mythes et de légendes, elle est devant nous, ouverte à tout rêveur qui rêve de réaliser aussi bien le surféminin que le surmasculin. Les rêveries en animus et en anima sont ainsi psychologiquement prospectives. Il faut bien comprendre que le masculin et le féminin, dès qu'on les idéalise, deviennent des valeurs, et réciproquement, si on ne les idéalise pas, sont-ils autre chose que de pauvres servitudes biologiques. C'est donc comme valeur de rêverie poétique, comme principe de rêverie idéalisante, qu'une poétique de la rêverie doit étudier l'androgénéité désignée par la dualité animus et anima. Une émulation d'être détermine des valeurs de plus qu'être. Un grand vers d'Elizabeth Barrett Browning dilate toute vie aimante. Make the love larger to enlarge my words. Fais ton amour plus grand pour agrandir ma valeur. Un tel vers peut être pris comme devise pour une psychologie de l'idéalisation mutuelle entre deux vrais amants. L'intervention d'une valeur change de tout au tout le problème posé par des faits. Philosophie et religion peuvent ainsi coopérer, comme c'est le cas dans les œuvres de Soloviev, pour faire de l'androgynie la base d'une anthropologie. Les documents que nous aurions à utiliser viennent d'une longue méditation des évangiles. Nous ne pouvons les transporter dans un ouvrage qui ne veut traiter que des valeurs poétiques au simple niveau de la rêverie d'un rêveur solitaire. Notons simplement que l'androgyne de Soloviev est l'être d'un destin supraterrestre. Il apparaît cet être complet dans une volonté idéale qui habite déjà les cœurs aimants, les grands fidèles de l'amour total. À travers tant d'échecs sentimentaux, le grand philosophe russe a maintenu cet héroïsme de l'amour pur qui prépare la vie androgyne de l'au-delà. Les buts métaphysiques sont si loin de notre expérience de rêveur que nous ne pourrions les entrevoir que dans une longue étude de tout le système. Pour préparer une telle étude, le lecteur pourra se reporter à la thèse de Strivoukov, ouvrage Vladimir Soloviev et son œuvre messianique. Retenons simplement que pour Soloviev, un amour exalté doit dominer la vie, entraîner la vie vers son sommet. L'homme véritable, en la plénitude de sa personnalité idéale, ne peut évidemment être seulement homme ou femme, mais doit posséder une unité supérieure des deux sexes.
La réalisation de cette unité, la création de l'homme véritable, unité libre des principes masculins et féminins, conservant leur individualisation formelle, mais ayant surmonté leur diversité essentielle et leur désintégration, c'est précisément la tâche propre et immédiate de l'amour. Soloviev, le sens de l'amour. Du fait même que nous bornons nos efforts à dégager l'élément d'une poétique créante, nous ne pouvons nous appuyer sur les nombreux documents de l'anthropologie philosophique. On trouvera dans la thèse de Coiré sur Jacob Bohème, dans celle de Susini sur Franz von Baader, des pages nombreuses où le véritable destin de l'homme est présenté comme une recherche de l'androgénéité perdue. Cette androgénéité retrouvée serait pour Baader une union par les sommets dans la complémentarité des hautes valeurs. Après la chute, après la perte de l'androgénéité primitive, Adam est devenu le dépositaire de la puissance sévère, Ève la gardienne de la tendre douceur. Susini, Franz von Baader et le romantisme mystique. De telles valeurs sont hostiles. Tant qu'elles sont séparées, une rêverie des valeurs humaines doit tendre à les coordonner, doit les augmenter dans une idéalisation réciproque. Chez un mystique comme von Baader, cette idéalisation est déterminée par la méditation religieuse, mais séparée même de la prière, cette idéalisation a une existence psychologique. Elle est un des dynamismes de la rêverie. Naturellement, un psychologue, même s'il croit à la réalité de cette idéalisation des êtres masculins et féminins, désirera en suivre l'intégration dans la vie positive. Les marques sociales du masculin et du féminin seront alors pour lui déterminantes. Toujours le psychologue voudra passer des images à la réalité psychologique, mais notre position de phénoménologue simplifie le problème. En revenant aux images du masculin et du féminin, voire aux mots qui les désignent, nous revenons aux idéalisations telles qu'elles sont. Ce sera toujours un fait que la femme est l'être qu'on idéalise, l'être qui veut aussi son idéalisation. De l'homme à la femme et de la femme à l'homme, il y a communication d'anima. En l'anima est le principe commun de l'idéalisation de l'humain, le principe de la rêverie d'être, d'un être qui voudrait la tranquillité et par conséquent la continuité d'être. Certes, la rêverie d'idéalisation est pleine de réminiscences, et c'est ainsi qu'à bien des titres, la psychologie jungienne est justifiée d'y voir un processus de projection. Les preuves apportées sont nombreuses, où l'amant projette sur l'aimé des images maternelles, mais tout ce matériel emprunté à un ancien, très ancien, passé masquerait aisément les traits même de l'idéalisation. L'idéalisation peut bien utiliser des projections, mais son mouvement est plus libre, va plus loin, va trop loin. Toute réalité, celle qui est présente et celle qui demeure comme un héritage du temps disparu, est idéalisée, mise dans le mouvement d'une réalité rêvée. Mais plus proche des problèmes que nous envisageons dans le présent livre, il existe une grande œuvre où la psychologie d'Animus et d'Anima se présente comme une véritable esthétique de la psychologie. Nous voulons parler de l'essai philosophique de Balzac, qui a pour titre Séraphita, et bien de ses traits, Séraphita se présente comme un poème d'androgynie. Rappelons d'abord que le premier chapitre a pour titre Séraphitus, le second Séraphita et le troisième Séraphita Séraphitus. Ainsi, l'être intégral, somme de l'humain, est présenté successivement dans ses vertus actives de l'élément masculin, dans ses puissances de conservation pour le féminin, avant que la synthèse en soit faite comme entière solidarité de l'animus et de l'anima. Cette synthèse détermine une assomption qui porte la marque de ce qui sera le destin surnaturel de l'androgyne de Soloviev. En vis-à-vis de cet être androgyne qui domine tout ce qu'il y a de simplement terrestre dans la création, Balzac a mis une innocente jeune fille, Mina, et un homme qui a connu les passions de la ville, Wilfrid. Alors l'être androgyne est Séraphitus devant Mina et Séraphita devant Wilfrid. Deux unions pourraient se faire avec les êtres de la terre si l'être supraterrestre pouvait se diviser et personnifier socialement chacune de ses puissances, viriles et féminines. Dès lors, puisque dans le roman philosophique de Balzac, ils sont deux pour aimer l'androgyne, deux pour aimer l'être double, puisqu'à lui seul, Séraphitus, Séraphita possède le double magnétisme qui attire tous les rêves, nous voilà bien devant la rêverie à quatre pôles, alors que deux rêveries croisées dans les pages du grand songeur, comme Balzac connaît la double psychologie d'elle pour lui et de lui pour elle. Quand Mina aime Séraphitus, quand Wilfrid aime Séraphita, quand Séraphitus Séraphita veut élever les deux passions terrestres à une vie idéalisée, que de projections d'animus en anima et d'anima en animus.
Ainsi nous est offerte à nous lecteurs une poésie du psychisme d'idéalisation, une poésie psychologique du psychisme exalté, et qu'on ne nous dise pas que nous sommes en pleine irréalité. Toutes ces tensions psychiques, toutes ces illuminations de l'être ont été vécues dans l'âme-esprit du poète. À l'arrière-plan, en bas, très en bas, le romancier savait bien que la nature humaine ourdissait des possibilités d'union, un mariage peut-être entre Lina et Wilfrid. Dans un ménage s'éteignent les rêves, se désamorcent les puissances, s'embourgeoisent les vertus, et l'animus et l'anima ne se manifestent trop souvent que par l'animosité. C'est ce que sait bien Jung lui-même quand il aborde, combien loin des rêveries alchimiques, la psychologie de la vie conjugale, commune. L'anima suscite des sautes d'humeur illogiques, l'animus produit des lieux communs irritants. Dans psychologie et religion, illogisme ou platitude, pauvre dialectique du quotidien, on n'a pas plus là, comme l'indique Jung, que des personnalités parcellaires, personnalités qui ont alors le caractère d'un homme inférieur ou d'une femme inférieure. Ce n'est pas un tel roman des natures inférieures que Balzac voulait offrir à l'aimée, à Madame Evelyne de Hanska, née comtesse Rzewuska, ainsi que l'indique la dédicace de Sérafita. Dans la vie commune, les désignations en animus et anima sont peut-être superflues. Les simples désignations en virilité et en efféminité peuvent sans doute suffire, mais si nous devons comprendre les rêveries de l'être qui aime, qui voudrait aimer, qui regrette de ne pas être aimé comme il aime, et Balzac a connu ces rêveries, les puissances et les vertus de l'anima et de l'animus doivent être évoquées dans leur idéalisation. La rêverie quadrupolaire commence. Le rêveur peut bien projeter sur l'image de l'aimer sa propre anima, mais il n'y a pas là un simple égoïsme de l'imagination. Le rêveur veut que son anima projeté ait aussi un animus personnel, qui ne soit pas le simple effet reflet de son propre animus. Le psychanalyste est dans son interprétation trop passéiste. L'anima projeté par l'animus devra s'accompagner d'un animus digne de l'animus de son partenaire. C'est donc tout un double qui est projeté, un double d'une infinie bonté, anima, et d'une grande intelligence, animus. Rien n'est oublié dans les processus d'idéalisation, non pas en se laissant prendre par les souvenirs, mais toujours en rêvant les valeurs d'un être qu'on aimerait, se développent les rêveries d'idéalisation. Et c'est ainsi qu'un grand rêveur rêve son double magnifié le soutient. Quant à la fin du roman philosophique Sérafita, l'être androgyne qui condense les destins supraterrestres du féminin et du masculin, quitte la Terre en une solution à laquelle participe tout un univers rédimé. Les êtres terrestres, Wilfrid et Lina, restent dynamisés par un destin d'idéalisation. La leçon dominante de la méditation balzacienne est l'incorporation d'un idéal de vie dans la vie même. La rêverie qui idéalise les rapports d'animus et d'anima est alors partie intégrante de la vie vraie. La rêverie est une force active dans le destin des êtres qui veulent unir leur vie par un amour grandissant. Par l'idéal, des complexités psychologiques s'harmonisent. Ce sont là des thèmes que la psychologie morcelante, telle celle qui s'épuise en cherchant dans chaque être un noyau d'être, ne peut guère envisager. Et pourtant, un livre est un fait humain. Un grand livre comme Sérafita amasse des éléments psychologiques nombreux. Ces éléments deviennent cohérents par une sorte de beauté psychologique. Le lecteur en reçoit un bienfait. Pour qui aime rêver dans le réseau de l'animus et de l'anima, la lecture du livre est comme un élargissement de l'être. Pour qui aime se perdre dans la forêt de l'anima, la lecture du livre est un approfondissement d'être. Il semble à un tel rêveur que le monde doit être rédimé par l'être féminin. Après une telle lecture à pleine rêverie d'un livre de grand rêveur, on s'étonne d'un lecteur qui ne s'étonne pas devant un livre étonnant. Hippolyte Taine s'est écarquillé les yeux dans l'impossibilité d'y rien voir. Ne dit-il pas, après avoir lu Sérafita et Louis Lambert, qu'il appelle des enfants légitimes ou adultérins de la philosophie, beaucoup de gens s'en fatiguent et rejettent Sérafita et Louis Lambert comme des rêves creux, pénibles à lire. Taine dans Nouveaux essais de critique et d'histoire. Devant un tel jugement, comment mieux se convaincre qu'il faut lire un grand livre deux fois, une fois en pensant comme Taine et une fois en rêvant dans une compagnie de rêverie avec le rêveur qui l'a écrit. Au temps du romantisme allemand, quand on cherchait à expliquer la nature de l'homme en s'aidant des connaissances scientifiques nouvelles sur les phénomènes physiques et chimiques, on n'hésitait pas à mettre en rapport la différence
différence des sexes avec la polarité des phénomènes électriques, avec la polarité aussi plus mystérieuse encore du magnétisme. Goethe ne disait-il pas Das Magnet ist ein Phänomen. L'aimant est un phénomène fondamental. Et Goethe continuait un phénomène fondamental qu'il suffit d'exprimer pour en avoir une explication. Ainsi, il devient un symbole pour tous les autres phénomènes. Cité par Fritz Gilse, der romantische Charakter. Ainsi, l'on s'appuyait sur une physique naïve pour expliquer une psychologie riche des observations des plus grands observateurs de la nature humaine. Un génie de pensée comme était Goethe, un génie de rêverie comme était Franz von Baader, descend de cette pente où l'explication oublie la nature de ce qu'il faut expliquer. La psychologie contemporaine, enrichie par les diverses écoles de la psychanalyse et de la psychologie des profondeurs, doit renverser la perspective de telles explications. La psychologie doit conquérir des explications autonomes. Au surplus, les progrès de la connaissance scientifique anéantissent même le cadre des anciennes explications qui définissaient à trop bon marché les caractères cosmiques de la nature humaine. L'aimant d'acier qui attire le fer doux tel que le contemplaient les Goethe, les Schelling et les Ritter n'est qu'un jouet périmé dans la culture scientifique la plus élémentaire de notre temps. L'aimant n'est plus l'occasion que d'une leçon de départ. La physique des physiciens et des mathématiciens fait de l'électromagnétisme une doctrine homogène. L'on ne trouverait plus dans une telle doctrine le moindre fil de rêverie qui pût nous conduire de la polarité magnétique à la polarité des genres masculins et féminins. Nous faisons cette remarque pour accentuer la séparation que nous posions comme nécessaire à la fin du chapitre précédent entre le rationalisme de la pensée scientifique et une méditation philosophique des valeurs esthétisantes de la nature humaine. Mais une fois évincée toute référence à des polarités physiques, le problème de la polarité psychologique qui a tant occupé les romantiques reste posé. L'être humain, pris aussi bien dans sa réalité profonde que dans sa forte tension de devenir, est un être divisé, un être qui se divise à nouveau à peine s'est-il confié un instant à une illusion d'unité. Il se divise puis se réunit. Sur le thème d'animus et d'anima, si aller à l'extrême de la division, il deviendrait une grimace de l'homme. De telles grimaces existent. Il y a des hommes et des femmes qui sont trop hommes. Il y a des hommes et des femmes qui sont trop femmes. La bonne nature tente à éliminer ces excès au profit d'un commerce intime dans une même âme des puissances d'animus et d'anima. Bien entendu, les phénomènes de la polarité que la psychologie des profondeurs désigne par la dialectique animus-anima sont complexes. Un philosophe éloigné des connaissances physiologiques précises n'est pas bien préparé pour mesurer dans le psychisme des causalités organiques bien définies, mais comme il a rompu avec les réalités physiques, il est tenté de rompre avec les réalités physiologiques. De toute façon, un aspect du problème lui appartient, celui des polarités idéalisantes. Si l'on pousse le philosophe rêveur à la polémique, il déclare « Les valeurs idéalisantes n'ont pas de cause. L'idéalisation n'appartient pas au règne de la causalité. » Rappelons alors que nous nous donnons pour tâche précise dans le présent livre d'étudier la rêverie idéalisante, une rêverie qui met dans l'âme d'un rêveur des valeurs humaines, une communion, rêver d'animus et d'anima, les deux principes de l'être intégral. Pour de telles études de la rêverie idéalisante, le philosophe n'est plus limité à ses propres songes. Précisément tout le romantisme, une fois débarrassé de son occultisme, de sa magie, de sa lourde cosmicité, peut être revécu comme un humanisme de l'amour idéalisé. Si l'on pouvait aussi le détacher de son histoire, si l'on pouvait le prendre dans sa vie foisonnante et le transporter dans une vie idéalisée d'aujourd'hui, on reconnaîtrait qu'il garde une action psychique toujours disponible. Les pages si riches et si profondes que Guillaume von Humboldt consacre au problème de la différence des genres mettent en valeur une différence des génies du masculin et du féminin. Elles nous aident à définir les êtres par leur sommet. Et c'est ainsi que Guillaume von Humboldt nous fait saisir l'action profonde des genres masculins et féminins sur les œuvres. Il faut dans nos rêveries de lecteurs accepter les partialités masculines ou féminines de l'écrivain dès qu'il s'agit de l'homme qui produit des œuvres poétiques. Il n'y a pas de genre neutre. Sans doute en lisant en rêveur, dans leur actualité restituée de rêverie, des textes romantiques, nous nous complaisons dans une utopie de lecture. Nous traitons la littérature comme une valeur absolue. Nous détachons l'acte littéraire non seulement de son contexte historique, mais encore de son contexte psychologique courant.
Un livre est toujours pour nous une émergence au-dessus de la vie quotidienne. Un livre, c'est de la vie exprimée, donc une augmentation de la vie. Dans notre utopie de lecture, nous abandonnons donc les soucis du métier de biographe, les déterminations usuelles du psychologue, déterminations nécessairement formulées à partir de l'homme moyen. Et naturellement, nous ne croyons pas utile à propos des problèmes de l'idéalisation, en animus et en anima, d'évoquer des aspects physiologiques. Les œuvres sont là pour justifier nos enquêtes vers l'idéalité. Une explication hormonale de Séraphitus ou de Péléas et Mélisandre serait une bouffonnerie. Nous avons donc le droit de considérer les œuvres poétiques comme des réalités humaines effectives. Dans celles que nous avons invoquées, il y a réalisation d'une idéalisation effective en animus et en anima. La rêverie idéalisante va à un sens unique, de niveau en niveau, de plus en plus élevé. Un lecteur qui suit mal l'ascension peut avoir l'impression que l'œuvre fuit en une évanescence, mais qui rêve mieux s'apprend à ne rien refouler. Les rêveries d'idéalisation excessive sont libérées de tout refoulement. Elles ont en leur envoi dépassé le mur des psychanalystes. La rêverie excessive, la rêverie idéalisante, touchant un fond aussi complexe que celui des rapports de la virilité et de la féminité, se révèle comme un exploit de la vie imaginée. Cette vie imaginée dans une rêverie qui comble de ses bienfaits un rêveur se fait au bénéfice de son anima. L'anima est toujours le refuge de la vie simple, tranquille, continue. Jung a pu dire « J'ai défini l'anima tout simplement comme l'archétype de la vie » dans Métamorphose de l'âme et ses symboles. Archétype de la vie immobile, stable, unie, bien accordée aux rythmes fondamentaux d'une existence sans drame. Qui songe la vie, à la simple vie sans chercher un savoir, incline vers le féminin. En se concentrant autour de l'animal, la rêverie aide au repos. Les meilleures de nos rêveries viennent en chacun de nous. Hommes ou femmes de notre féminin, elles ont la marque d'une féminité indéniable. Si nous n'avions pas en nous un être féminin, comment nous reposerions-nous? Voilà pourquoi nous avons cru pouvoir inscrire toutes nos rêveries sur la rêverie sous le règne de l'anima. Pour nous qui ne pouvons travailler que sur des documents écrits, sur des documents qui sont produits par une volonté de rédiger, une indécision ne peut être effacée dans les conclusions qui terminent nos enquêtes. En fait, qui écrit? L'animus ou l'anima? Est-il possible qu'un écrivain conduise jusqu'au bout sa sincérité d'animus et sa sincérité d'anima? Nous ne sommes pas aussi confiants que pouvait l'être l'annotateur du livre d'Eckermann qui prenait comme axiome pour déterminer une psychologie d'écrivain « Dis-moi qui tu crées, je te dirai qui tu es » dans Conversation de Goethe recueillie par Eckermann. La création littéraire d'une femme par un homme, d'un homme par une femme sont des créations brûlantes. Il nous faudrait interroger le créateur en une double question. Qu'es-tu en animus? Qu'es-tu en anima? Et aussitôt l'œuvre littéraire, la création littéraire entrerait dans les pires ambiguïtés. En suivant l'axe le plus simple de la rêverie heureuse, nous nous complaisons aux rêveries d'idéalisation. Mais dans la volonté de créer des êtres que l'écrivain veut réels, veut durs, veut virils, la rêverie passe au second plan. Et l'écrivain accepte une perspective d'avilissement. Des compensations entrent en jeu. Un animus qui n'a pas trouvé dans la vie une anima assez pure en vient à mépriser le féminin. Il voudrait, dans le réel psychologique, trouver des racines d'idéalisation. Il est réfractaire à l'idéalisation qui pourtant est à sa racine en son propre être. Quant à nous, nous nous interdisons de franchir le barrage, d'aller de la psychologie de l'œuvre à la psychologie de son auteur. Je ne serai jamais qu'un psychologue des livres. Du moins dans cette psychologie des livres, deux hypothèses doivent être essayées. L'homme est semblable à l'œuvre, l'homme est contraire à l'œuvre. Et pourquoi ensemble les deux hypothèses ne seraient-elles pas valables? La psychologie n'est pas à une contradiction près, et c'est en mesurant le poids d'application de ces deux hypothèses qu'on pourra étudier en toutes ses finesses, en tous ses superfuges, la psychologie de la compensation. Dans le cas extrême, des contradictions d'animus et d'anima qui apparaissent dans des œuvres qui contredisent leurs auteurs, il faut abandonner la causalité des lourdes passions. Valérie écrivait à Gide en 1891. Quand Lamartine a écrit La chute d'un ange, toutes les femmes de Paris étaient ses maîtresses. Quand Rachid a écrit Monsieur Vénus, elle était vierge. Cité par Henri Mondor, les premiers temps d'une amitié. Quel psychanalyste nous aidera à entrer dans tous les tours et détours de la préface que Maurice Barrès a écrite en 1889 pour le livre de Rachid, Monsieur Vénus?
Cette préface a justement pour titre « Complications d'amour ». Quel étonnement pour Barrès devant un tel livre, ce vice savant éclatant dans le rêve d'une vierge. Rachid naquit avec un cerveau en quelque sorte infâme et coquet, et citant Rachid, de Barrès continue « Dieu aurait dû créer l'amour d'un côté et l'essence de l'autre. L'amour véritable ne se devrait composer que d'amitié chaude. » Et Maurice Barrès conclut « Ne nous semble-t-il pas que M. Vénus, en plus des lueurs qu'il porte sur certaines dépravations de son temps, est un cas infiniment attachant pour ceux que préoccupent les rapports si difficiles à saisir qui unissent l'œuvre d'art au cerveau qui l'a mise debout. Restera toujours que pour bien idéaliser la femme, il faut être un homme de songe réconforté en sa conscience d'anima. Après les premières passions, Barrès ne rêve-t-il pas de se créer une image féminine, fine et douce, et qui tressaillerait en lui et qui serait lui, sous l'œil des barbares. En une véritable déclaration à son anima, il sait dire « Et c'est moi seul que j'aime pour le parfum féminin de mon âme ». En cette formule, l'égotisme barrésien reçoit une dialectique qui ne peut s'analyser que dans une psychologie d'animus et d'anima. Au début du récit, on avait pu lire qu'il s'agissait non pas d'une histoire d'amour, mais plutôt de l'histoire d'une âme avec ses deux éléments, féminin et mâle. Sans doute le rêveur est bien mal parti, qui voudrait passer du Bérénice à Béatrice, du récit parésien, de pauvre sensualité à la plus grande des idéalisations des valeurs humaines, chez Dante. Du moins, il nous semble frappant que Barrès lui-même ait cherché cette idéalisation. Il connaît le problème posé par la philosophie de Dante. Béatrice ne représente-t-elle pas la femme, l'Église, la théologie? Béatrice est une synthèse des plus grandes idéalisations. Elle est pour un rêveur des valeurs humaines l'anima savante. Elle rayonne par le cœur et l'intelligence. Pour traiter ce problème, il faudrait un grand livre. Mais ce livre est écrit. Le lecteur pourra se reporter à l'ouvrage d'Étienne Gibson, Dante et la philosophie.